Je vous propose de passer au thème suivant, qui est l'effet de serre, la forêt et l'agriculture. Et nous allons commencer par la projection d'une vidéo d'Yves Martin sur le sujet, avant de passer à la présentation de Dominique Quedron. Eh ben, je les ai achetés entre 1974 et 1976. Lorsque j'ai vu les chocs pétroliers, j'ai acquis à cette époque la certitude absolue que quand ces arbres seraient éteints, le bois aurait de la valeur à la fois comme source d'énergie, bois de chauffage, et comme bois de charpente, convaincu que j'étais que la construction en bois se développerait très rapidement chez nous. D'une part, le bois est un matériau qui ne coûte presque rien en termes d'énergie à fabriquer, et que par ailleurs, le bois est un excellent isolant qui diminue les besoins d'énergie de chauffage des logements. Et puis enfin, ce bois que l'on stocke dans les bâtiments est un bois qui est à l'abri des tempêtes, des sécheresses, des incendies de forêt. Moi, mon objectif, si je voulais le résumer, je dirais stabilisons le stock de carbone dans la forêt et augmentons aussi vite que possible et aussi fortement que possible le stock de carbone dans le bois d'œuvre. Pour situer l'ordre de grandeur, la fixation de carbone liée à l'augmentation de stock de la forêt représente 10% de nos émissions de gaz carbonique fossiles. Ce n'est pas négligeable. La forêt, c'est un écosystème. Et cet écosystème comporte d'un côté l'arbre, celui qui nous intéresse économiquement, celui qui stocke le carbone, et ses concurrents, ce sont les plantes annuelles qui étouffent, qui font de la concurrence aux jeunes plants d'arbres quand ils font quelques décimètres de haut. Ce sont les insectes et les champignons. Face à un changement de climat rapide, l'arbre ne connaît qu'une génération par siècle, alors que ses concurrents connaissent une génération par an. Les concurrents de l'arbre ont donc 100 fois plus d'occasions de sélection au changement de génération, de s'adapter au changement de climat que l'arbre. Ce qui veut dire qu'un changement de climat rapide favorise les concurrents de l'arbre au détriment de l'arbre lui-même. Et ça, c'est un facteur extrêmement important de déstabilisation de la forêt. Là, c'est le hêtre aujourd'hui en France. Ça, c'est le hêtre à la fin du siècle. En blanc, il n'y a plus rien. Alors, en blanc, il n'y a plus rien. En blanc, il n'y a plus rien. Par contre, il y a des gagnants. Voilà le pin maritime aujourd'hui. Voilà son champ d'avenir. En soi, ça n'est pas un problème. Seulement, quand on sait que le cycle de vie d'un arbre est proche du siècle, les hêtres, ils vont pas partir d'ici pour aller se réfugier là. Non, ils vont crever ici. Et si ce terrain-ci, si ce territoire-ci, là, devient favorable au développement du pin maritime, encore faudra-t-il les planter et attendre encore un demi-siècle, entre un demi-siècle et un siècle, pour que les jeunes plants qu'on aura plantés soient transformés en forêt. Et entre les deux, vous avez un trou. Ouais, c'est ça, il y a un trou chronologique. On en est à 13 millions de tonnes de carbone par an stockées dans la forêt. Eh bien, la tempête de 99 a mis par terre 3 ans d'augmentation du stock. On a cherché à explorer dans le passé quels avaient été les précédents de tempêtes comme celle-là. Et une équipe d'experts très compétents a fait l'inventaire de toutes les tempêtes ayant mis par terre plus de 500 000 mètres cubes de bois.
entre 1850 et 1970, il ne s'est quasiment rien passé. Et puis depuis 1970, regardez la série. Hein. Et enfin, celle qui sort complètement des limites de l'épure, 140 millions. Ce phénomène traduit une plus grande vulnérabilité de notre forêt aux tempêtes. Alors, les tempêtes sont sans doute plus fortes et plus fréquentes. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Mais il est certain que nos arbres, poussant de plus en plus vite, de plus en plus serrés parce qu'on ne fait pas d'éclaircies suffisantes, sont beaucoup plus vulnérables aux tempêtes. Voilà un facteur de déstabilisation qui est très important. On les a plantés un tous les 2 mètres. Et je en laisse un tous les 3-4 mètres. Au stade où ils en sont, de façon à ce qu'ils résistent mieux à la sécheresse d'une part, et à ce qu'ils puissent pousser beaucoup plus vite en largeur d'autre part. Et poussant plus vite en épaisseur, ils sont beaucoup moins vulnérables aux grandes tempêtes. Il faut que la forêt soit façonnée pour être mécaniquement plus résistante au vent. Mais les gens n'iront pas faire ça dans l'état actuel du marché du bois. D'où le fait que la forêt est de plus en plus sous-exploitée, et ceci ayant une conséquence grave sur la vulnérabilité de la forêt face au changement de climat en boucle. Hein. Je donne la parole tout de suite à Dominique Dron, qui a été récemment nommé commissaire général au développement durable. Merci. Merci de cette invitation. Bonjour à tous. Je dois dire 2 choses d'entrée avant d'aborder le sujet climat en lui-même. La première chose, c'est que la dernière conversation que j'ai eue avec Yves, rétrospectivement, ça a dû se passer... c'était tout début décembre 2010. Et on parlait forêt, adaptation de la forêt au changement climatique. Et la deuxième chose, c'est que, du point de vue du caractère d'Yves, c'est vrai, je dois dire qu'il y avait 3 choses qu'il n'aimait pas, à mon sens. Le premier, c'était l'irresponsabilité face à l'intérêt général, le recul devant les exigences de la logique. C'est-à-dire si vous avez un raisonnement à faire, que cette logique vous emmène à tel endroit, alors si vous refusez d'aller jusqu'au bout, ce n'est pas digne, sauf avoir de très bonnes raisons pour le faire, et des bonnes également dans son référentiel. Et la troisième chose, c'était le mélange de l'essentiel et de l'accessoire, et notamment dans les politiques publiques, quand on essaie d'obtenir ou d'atteindre un objectif avec des moyens qui sont manifestement pas adaptés, mais que, comme le disait Jean-Luc précédemment, sont choisis pour des raisons diverses. Alors, pour faire une petite transition avec ce qui vient d'être dit, de ce que disait Yves sur la forêt, effectivement, un problème de vulnérabilité de la forêt. Juste une petite information, les assureurs savent déjà reconnaître en partie les caractéristiques d'une bonne gestion de la forêt, puisque les forêts multispécifiques ont droit à des primes moins élevées que les forêts monospécifiques, puisque les assureurs ont bien vu qu'en cas de tempête, une forêt avec un seul type d'arbre était beaucoup plus vulnérable qu'une forêt mélangée, qui par ailleurs a d'autres intérêts économiques, mais notamment forêt mélangée sans coupe à blanc, ça permet aussi de garder le carbone du sol qu'on oublie toujours, et qui pourtant, dans l'effet général de la politique qu'on peut avoir vis-à-vis de la forêt ou de l'agriculture, puisque pour les prairies, le labourage des prairies, c'est pareil, compte énormément. Tout ce qui est... Le sol relargue très vite et recapte, restocke beaucoup plus lentement. Alors,
Sur le climat, bon, les caractéristiques d'Yves dont je parlais tout à l'heure ont fait qu'il a toujours été un précurseur dans les directions qu'il proposait. On l'a vu sur l'eau. C'était le cas sur l'énergie. Donc, pour mémoire, en 1974, il a proposé la création de l'Agence maîtrise de l'énergie. En 1989, il a été chargé de présider le groupe interministériel sur l'effet de serre pour proposer les bases d'une action de prévention du changement de climat. C'était un groupe qui a été souhaité par Michel Rocard et qui a été confié par à Yves Martin par Brice Lalonde. Et c'est certain que les échanges qu'avait eu Michel Rocard avec Yves sur les questions de l'eau ont été beaucoup dans l'impression forte que Yves Martin avait laissée à Michel Rocard. Et du coup, non seulement à ce moment-là, mais également très très récemment, 2009, il a été à nouveau sollicité par le même Michel Rocard pour à nouveau travailler sur la contribution climat-énergie et les manières de traiter l'effet de serre. Alors, ce qu'il a fait en 89, ça a débouché sur le mémorandum français de 90. Alors, pour donner, c'était la fixation d'objectifs par pays, c'était une approche économique européenne concertée, le principe de l'aide technologique et financière aux pays en développement, et le mémorandum de 91. Et c'était la réduction des subventions aux énergies fossiles, des mesures communes, les fameuses politiques et mesures communes sur le méthane, les décharges, les fuites des réseaux de gaz, etc., sur les oxydes d'azote, tout ce qui est installation de combustion véhicule, la recommandation de mesures sur le N2O, les excès d'engrais et les émanations de N2O de l'agriculture, la récupération des COV, etc. Alors, un point qui s'est passé à ce moment-là, un événement qui s'est passé à ce moment-là et qui va toujours rappeler ensuite, ça a été le refus de la France de soutenir la proposition que la Commission était prête à accepter, que l'Europe était prête à accepter d'une taxe 50% CO2, 50% énergie. Et pour lui, ce refus, il était inepte et coupable. Et il faut voir pourquoi. Parce que la Commission était prête, au moment des négociations, à proposer un autre instrument, donc un instrument de type taxe. Et les États-Unis, par conséquent, avaient préparé aussi l'évolution des permis négociables, du marché de permis négociables, pour cette discussion. Et la proposition du coup américaine s'est retrouvée toute seule, ce qui a certainement influé beaucoup sur la suite. Ça ne veut pas dire que tel outil exclut tel autre, mais ça veut dire qu'il est dommage de se priver d'un certain nombre de moyens de faire, surtout lorsque, comme le disait aussi Jean-Luc précédemment, ça vaut pour l'eau, ça vaut pour le climat. Donner un signal prix à un grand nombre d'intervenants, et Dieu sait qu'en matière d'émissions de CO2, le nombre d'intervenants est énorme, est un outil extrêmement puissant, et il est clair que là, on a pris du retard.